Bonjour, le Sénat démarre cet après-midi l'examen du projet de loi destiné à réduire la précarité dans la fonction publique. Ce texte vise, selon le gouvernement, à obtenir de 40 à 50 000 titularisations, ainsi que la modification des contrats de 100 000 agents de CDD en CDI. Alors ce projet de loi, il découle directement d'un accord signé par 6 syndicats représentatifs sur 8, accord signé en mars 2011 après de longues négociations. Le projet de loi fait l'objet d'une procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule lecture dans chaque assemblée. Le texte viendra devant les députés à partir du 7 février prochain. Le chef de l'État a notamment souhaité, lors de ses vœux à la fonction publique au début de ce mois de janvier, que l'examen de ce texte au Parlement aboutisse très rapidement. Donc tout de suite, je vous laisse rejoindre l'hémicycle du Sénat pour suivre la discussion générale autour de ce projet de loi destiné à réduire la précarité dans la fonction publique. Très bonne séance à tous. Bien, nous allons passer à l'ordre du jour. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur François Sauvadet, ministre de la fonction publique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, représentant le Président de la Commission des lois, Monsieur Sueur, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de présenter devant vous aujourd'hui est le prolongement d'un accord syndical qui vise à lutter contre la précarité dans la fonction publique. Une forme de précarité dont je veux dire et rappeler qu'elle est souvent méconnue de nos concitoyens. Elle est d'autant plus inacceptable, en tout cas, qu'elle prend racine au cœur même de la République, c'est-à-dire dans nos services publics, dans nos administrations, dans nos collectivités, dans nos hôpitaux. Cette précarité frappe aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'agents contractuels de la fonction publique, employés avec des CDD qui sont renouvelés parfois depuis des années, sur des emplois correspondant pourtant à un besoin permanent du service public, et le plus souvent d'ailleurs sans aucune garantie pour leur avenir. Ce projet de loi entend donc remédier durablement à cette situation, une situation dont je voudrais rappeler aussi devant vous qu'elle n'est pas nouvelle. Depuis 1946, il y a eu pratiquement 16 plans de titularisation, le dernier remontant à 2001. L'objectif pour nous est donc de mettre un terme, je reprends le mot, durable à cette situation. Avant d'entrer dans le détail des mesures, je veux redire très clairement que tous les agents contractuels de la fonction publique ne sont pas confrontés à des situations de précarité. Nous devrons, pour l'État, dans nos collectivités, demain comme hier, avoir la possibilité de recourir à des agents contractuels pour répondre à des besoins temporaires, des surcharges de travail ponctuelles, des vacances d'emploi, des remplacements d'agents absents ou encore à des besoins spécifiques. En revanche, on ne peut pas accepter une situation qui conduit des personnes à rester en CDD depuis parfois plus d'une dizaine d'années. C'est le sens, Mesdames et Messieurs les sénateurs, des engagements que nous avons pris en janvier 2010 et qui ont été pris par le Président de la République, des engagements réaffirmés voici à peine quelques jours à Lille lors de ses vœux à la fonction publique. L'État ne peut pas s'exonérer lorsqu'il est employeur des règles qu'il veut faire respecter aux autres. L'État se doit d'être exemplaire dans sa gestion et dans une période de crise telle que celle que nous traversons, il lui appartient de montrer la voie. Nous avons demandé, je n'ignore pas, des efforts aux fonctionnaires, des efforts importants. Ils ont eu à faire face à des mutations profondes, pas simplement d'ailleurs dans la fonction publique d'État, mais je crois dans toutes les fonctions publiques, dans les trois versants. La société change, la société évolue, et nous nous devons d'adresser aussi à tous ceux qui travaillent dans la fonction publique, à tous les fonctionnaires, un signal fort de justice et d'équité. Et c'est aussi l'occasion de rappeler notre attachement aux principes fondateurs de la fonction publique. Une fonction publique qui s'est bâtie sur un principe énoncé dès 1789 par le 6e article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui de l'égal accès de tous les citoyens aux différents emplois publics, et ce, je reprends les termes d'ailleurs du texte lui-même, et ce sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. C'est précisément cette ambition qui était reprise à la Libération dans le statut de 1946. Ce principe impose, et je veux le redire devant vous tous, que les emplois permanents de l'État, des collectivités, des établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière soient occupés par des fonctionnaires. Ce principe, c'est une garantie, incontestablement, une garantie offerte à tous les citoyens, d'abord pour leur permettre un égal accès
à des missions de service public, à la fonction publique et aux emplois publics, mais aussi garantit la neutralité et l'impartialité des services de l'État et de l'ensemble des collectivités publiques. C'est également, je veux le souligner, une spécificité du modèle français de service public à laquelle nous sommes tous, je peux le dire, attachés. Ce principe fondamental n'a pas été pour autant d'application absolue. Et dès 1946, je veux aussi le rappeler, le législateur a ouvert aux employeurs publics la possibilité d'y déroger pour recourir à des agents contractuels n'ayant donc pas le statut de fonctionnaire, qu'il s'agisse pour répondre à des besoins temporaires ou certains besoins permanents du service public, et précisément pour assurer la continuité du service public. Les cas où il était possible de recourir au contrat étaient alors très limités. La place de l'emploi non titulaire dans nos services publics ne devait être que résiduelle et n'être au fond qu'une exception dans le fonctionnement quotidien de nos administrations. Ce qu'on constate après bien des années, c'est que la place de l'emploi non titulaire, la place des agents contractuels au sein de nos administrations, n'a eu de cesse de s'accroître au fil des années. Malgré une quinzaine de plans, je vous disais 16 plans de titularisation, les agents non titulaires sont aujourd'hui près de 900 000 dans notre pays, 900 000 dans les trois versants, soit un peu moins de 17% de l'ensemble des effectifs de la fonction publique. Donc je vous le disais, sur ces 900 000, 100 000 sont sur des CDD renouvelés depuis des années. Et donc, dès 2010, le gouvernement a engagé sur cette question des emplois précaires une négociation avec les partenaires sociaux. Au cours de ces négociations, nous avons recherché avec les organisations syndicales une ligne de partage, une ligne d'équilibre pour faire coïncider à la fois le respect du statut de la fonction publique et à la fois la lutte contre la précarité. Je dois la confidence de vous dire que ce n'est pas un exercice facile. D'ailleurs, j'observe, Madame le rapporteur, Madame Tasca, que vous l'avez vous-même d'ailleurs souligné dans votre rapport, mais le souci du compromis, la volonté aussi d'avancer pour régler la situation de toutes ces personnes qui sont confrontées à des difficultés de vie avec des CDD, je vous le disais, j'ai eu des témoignages poignants, parfois depuis 12 ans, 15 ans. Donc la volonté d'avancer nous ont permis de conduire une négociation que j'ose le mot de qualifier d'exemplaire et qui s'est inscrite pleinement dans le cadre du dialogue social, du nouveau dialogue social issu de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2010. Nous avons partagé une volonté commune, c'est celle d'apporter des réponses concrètes à ces situations, je le répète, sans conduire à une remise en cause du statut. Ce cycle de négociations s'est finalement conclu par un protocole d'accord le 31 mars dernier. Ce texte, je veux le redire aussi devant vous, a été signé par 6 organisations syndicales sur 8. À la vérité de dire, c'est que les 2 autres n'avaient pas obtenu dans leurs règles internes le nombre de voix suffisantes pour engager leur confédération ou leur syndicat. Mais en tout cas, il y avait là une unanimité que je me permets de souligner. Donc ce texte, signé par 6 organisations syndicales représentatives, a permis d'avancer. Et je veux vraiment devant vous saluer l'esprit de responsabilité des organisations syndicales qui ont tout fait pour aboutir dans ces discussions. Bon, ça ne veut pas dire, bien sûr, et je le dis à Madame le rapporteur, que nous soyons d'accord sur tout. J'en ai bien conscience. Mais lorsqu'un accord propose des avancées satisfaisantes, je répète, des avancées satisfaisantes pour chacun, il importe, et il nous importe de le reconnaître, tout simplement, et de s'engager. Je veux rappeler que cet accord constitue le 4e accord qui a été conclu depuis 2007 entre le gouvernement et les organisations syndicales, et il nous appartient désormais de le traduire dans la loi de la République. En clair, l'administration sera tenue, si le texte est voté, ce que je souhaite, sera tenue d'accorder un CDI aux agents en CDD dès lors qu'ils auront exercé pendant une durée minimale de 6 ans sur les 8 dernières années leurs fonctions dans des postes d'emploi permanents. Donc ces choses sont claires. Au bout de 6 ans, sur les 8 dernières années, quand un agent a occupé un poste d'emploi permanent, on transforme son CDD en CDI. Je rappelle quand tout de même, par parenthèse, que l'obligation est faite dans le privé après 18 mois. Donc là, nous transcrivons une directive qui veut que nous mettions un terme à ces situations qui n'a, je le dis de mon point de vue et du point de vue du gouvernement, que trop duré. Alors cette mesure, bon, sur les chiffres, elle pourrait concerner, Madame le rapporteur, à peu près 100 000 personnes. On m'a demandé d'ailleurs, lorsque j'ai rencontré les groupes, le chiffre que ça pourrait concerner environ 100 000 personnes. Donc ce n'est pas rien. 100 000 personnes qui sont directement concernées, je le répète, dans leur vie quotidienne,
aller avec un CDD successif rechercher un logement, rechercher un prêt pour acquérir un bien, c'est extraordinairement compliqué, donc il nous faut apporter une solution rapide. Nous allons par ailleurs ouvrir aux agents contractuels des voies d'accès spécifiques à l'emploi titulaire. Alors là encore, je veux être très clair, ce sera une mesure limitée dans le temps, c'est-à-dire pour les 4 prochaines années, et pour des personnes, à compter de la publication de la loi, et pour des personnes qui sont en situation de CDD ou CDI depuis au moins 4 ans sur une période de 6 années consécutives. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui ont acquis une expérience et pour lesquelles il y aura une volonté des collectivités ou de l'État d'ouvrir un certain nombre de postes, eh bien, pourraient accéder, par la valorisation des acquis de l'expérience, à un poste d'emploi titulaire. Donc ce sera un examen spécifique, on aura l'occasion de revenir dans le détail, mais là aussi, c'est une possibilité de valoriser les acquis de l'expérience et d'ouvrir aussi des perspectives professionnelles donc, aux agents qui sont directement concernés. Je vais vous dire, parce que je sais les interrogations qu'ont eu un certain nombre d'agents, notamment ceux qui sont dans l'éducation nationale, ceux qu'on appelle, vous savez, les 10 sur 12, par exemple des professeurs contractuels. Ils font qu'embaucher pour 10 mois, enfin recruter pour 10 mois, ensuite on licencie en quelque sorte, pendant les 2 mois, puis on reprend, et j'ai eu là encore des témoignages dès mon entrée en fonction comme ministre de la fonction publique, je souhaite mettre un terme aussi à ces situations. Et donc je vous proposerai... j'ai bien entendu les attentes qui ont été exprimées, je souhaite qu'on y réponde, et donc je vous proposerai, par voie d'amendement, d'étendre le bénéfice de cette disposition, donc de la titularisation, à tous ceux qui, à l'instar des professeurs contractuels, comme je venais de le dire, sont recrutés par contrat durée déterminée de 10 mois sur 12. Voilà, donc on apportera une réponse, et je souhaite en tout cas que cela fasse l'objet d'une convergence, si ce n'est, je ne vais pas employer le mot de consensus, mais au moins de convergence. Ça permettra en tout cas de régler la situation des agents aujourd'hui en situation de précarité et le gouvernement prendra ses responsabilités et déposera un amendement devant le Sénat. La grande nouveauté de ce texte, c'est que ce n'est pas simplement, d'un mot parfois malheureux, ce qu'on appelle le stock des personnes qui sont concernées. La grande nouveauté du texte, c'est de permettre de régler aussi dans la durée cette question des CDD. Et donc, il y aura un caractère automatique pour les emplois, donc je le dis bien et je le précise, sur des emplois permanents, transformation automatique en CDI au bout des 6 années, donc comme je vous l'ai dit, pour régler le problème de la situation aujourd'hui des personnes qui sont dans ce cas. Donc on réglera, ce sera la nouveauté, de manière durable, si vous suivez la proposition du gouvernement et des syndicats, de manière durable, cette question des emplois précaires. Enfin, je souhaite que nous puissions aborder les conditions de recours à des agents contractuels. Je sais que là aussi, il y avait des situations très diverses. Les procédures de recrutement, ce que je vous propose, seront mieux formalisées. La durée maximale des contrats sera améliorée aussi dans un certain cas pour tenir compte des réalités des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les sénateurs, naturellement. Et je n'oublie pas, pour être président par ailleurs d'un conseil général en Côte d'Or, que, évidemment, il faut aussi permettre des situations de remplacement, de stabilité, ou en tout cas des vacances de poste qui seraient limitées dans le temps. Donc nous allons organiser tout ça de façon un peu plus formalisée, avec une durée maximale de contrat pour besoins temporaires qui sera harmonisée et assouplie aussi pour certains aspects. Enfin, le gouvernement entend par voie réglementaire améliorer également les droits et la situation de l'ensemble des agents contractuels. Ceux-ci auront désormais accès aux dispositifs de formation professionnelle. Nous souhaitons aussi que ceux qui sont recrutés sur des besoins permanents puissent bénéficier d'un entretien professionnel annuel. Vous savez qu'on a modernisé notre gestion de la fonction publique avec ce système de notation de 0,25, etc. On lui a substitué un entretien professionnel annuel. Et je pense que c'est un bon management de la ressource humaine de la fonction publique. Donc, ils pourront bénéficier d'un entretien professionnel annuel. Et puis, conformément à l'esprit de la loi du 5 juillet 2010 portant rénovation du dialogue social dans la fonction publique, les agents contractuels bénéficieront aussi d'une garantie de représentation au sein de nos différentes instances de concertation. D'ailleurs, je veux le dire aussi devant vous, cette garantie est apportée lors des élections professionnelles. Vous savez que pour la première fois, le 20 octobre dernier, fonction publique d'État et fonction publique hospitalière ont été à voter ensemble pour participer, pour désigner leurs représentants. Et c'est la première fois que les agents non titulaires
ont pu participer à ce grand rendez-vous de démocratie sociale, d'ailleurs avec des taux de participation qui montrent bien l'application des agents. Et nous avons besoin d'organisations syndicales représentatives pour assurer un dialogue social de qualité entre les employeurs et les représentants des fonctionnaires. J'ai pris bonne note aussi de l'avancée que constitue la proposition de M. Vial et Portelli, adoptée d'ailleurs, Madame le rapporteur, je crois, en commission, qui vise à créer des commissions consultatives paritaires pour traiter spécifiquement les situations individuelles des contractuels. Je dois dire que ça correspond à une volonté partagée. D'ailleurs aussi, pour m'en être entretenu avec les syndicats, je crois qu'ils ne souhaitent pas non plus que les situations personnelles d'agents contractuels soient examinées en CAP. Donc je crois que c'est là une avancée sur laquelle nous pourrons nous retrouver. En tout cas, le gouvernement, je vous l'ai dit, sera attentif aux propositions du Parlement et notamment des sénateurs et des sénatrices et de vos propositions, Madame la rapporteure. Donc je vous dis d'ores et déjà que c'est une proposition qu'on pourra retenir au moment du débat. En tout cas, c'est une avancée. Telles sont les grandes lignes de l'accord. Conformément aux engagements que le gouvernement a pris en direction des organisations signataires, je souhaite que nos débats ne conduisent pas à dénaturer le contenu de cet accord. C'est un souci que nous devons avoir en partage, Madame le rapporteur, mais je sais que c'est le cas puisque je m'en suis longuement entretenu avec vous comme avec l'ensemble des groupes ou de ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'en viens à présent aux autres questions traitées par ce projet de loi. D'abord, la question de la lutte contre les discriminations. Ma conviction, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est que la fonction publique se doit d'être exemplaire et d'être à l'image de la population qu'elle sert. Elle doit être, quand je disais exemplaire, exemplaire dans la lutte contre les discriminations. Cela vaut pour les discriminations liées à l'origine sociale ou géographique. D'ailleurs, par parenthèse, je me réjouis du succès des classes préparatoires intégrées. Je suis allé les rencontrer. Les témoignages que j'ai recueillis de ces personnes issues parfois de la diversité ou issues de milieux modestes et qui ont accédé à ces classes préparatoires montrent bien que nous avons raison de les encourager. Cela vaut pour l'insertion aussi des personnes en situation de handicap. Nous avons progressé, nous devons continuer de progresser. D'ailleurs, le Premier ministre s'est exprimé récemment sur ce sujet, vous le savez. Cela vaut aussi pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est-à-dire l'égal accès à des postes de responsabilité des femmes et des hommes. En l'état, je vais vous faire une confidence qui n'en est plus une. Oui, vous avez raison, on doit progresser, mais je vais y revenir. En l'état, le projet de loi tel qu'il vous est présenté complète la loi du 13 juillet 1983. Il prévoit une communication au futur Conseil commun de la fonction publique, que j'installerai d'ailleurs dans les tout prochains jours. Donc il prévoit une communication de rapport faisant état à la fois des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle et de l'insertion des personnes en situation de handicap. Ce sera un rapport qui sera public, rendu public et qui permettra de mesurer l'évolution de la situation. Et donc c'est une avancée incontestable que chaque année, en tout cas, ce sujet soit évoqué au sein du Conseil commun de la fonction publique. Une négociation, Madame la sénatrice, une négociation est actuellement en cours avec les organisations syndicales sur cette question de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Elle devrait m'amener à présenter des amendements, si nous avons avancé suffisamment rapidement devant l'Assemblée nationale. Mais je veux prendre un engagement devant vous, Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est que je ne déposerai aucun amendement qui ne sera préalablement discuté aussi avec vous, Madame le rapporteur, compte tenu du calendrier. Tout ce que nous pourrons faire avancer de manière convergente et pour améliorer la situation de l'égalité femmes-hommes, nous le ferons. Mais pour respecter le Sénat, je prends l'engagement devant vous que nous le ferons en harmonie avec Madame le rapporteur. Je vais également évoquer une question qui a trait à la mobilité et les modifications que ce projet apporte à la loi du 3 août 2009, qui était une loi, vous vous en souvenez, relative à la mobilité et au parcours professionnel de la fonction publique. C'est là un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il importe à mes yeux que nous donnions à chaque agent de la fonction publique la possibilité de construire aussi son parcours professionnel, de le construire sur la base de ses compétences, de ses goûts, de son implication, et qu'il puisse bénéficier d'une carrière conforme à ses attentes et à celle aussi, naturellement, de l'exercice d'un métier qui n'est pas un métier comme un autre, qui est celui d'être au service du public, et une mission de service public. Les dispositions introduites dans ce texte permettront de faciliter les mobilités, d'abord au sein de chaque fonction publique, et on doit progresser dans cette matière,
mais aussi entre les fonctions publiques. D'ailleurs, je compte beaucoup sur les travaux du Conseil commun aussi pour évoquer ces sujets passerelles entre les différentes fonctions publiques, afin que ne soit pas considérée l'entrée dans la fonction publique comme une sorte de tunnel dans lequel on serait engagé, son destin ne dépendant finalement que des points qu'on acquiert au fur et à mesure d'évolution de sa carrière, de sa durée. Donc je pense qu'il faut moderniser aussi ce management de nos fonctions publiques. Alors il y a un gros chapitre qui a d'ailleurs, j'ai noté qu'il y avait une vraie inflation, Madame la rapporteure, sur les juridictions administratives et financières. C'est carrément une inflation normative, en tout cas législative, puisque j'ai noté qu'on est passé de 6 articles à 15 et que vous l'avez considérablement enrichi, au point qu'il y aura encore 8 nouveaux amendements qui ont été déposés. Bon, très franchement, je ne souhaite pas que ce sujet, par l'importance qu'il tente à prendre dans ce projet de loi, nous fasse perdre de vue la finalité de ce projet, qui est d'abord de lutter contre la précarité. Bien évidemment, les juridictions doivent évoluer. Nombre des dispositions qui sont dans le texte ont sans doute leur utilité. D'ailleurs, si vous les avez retenues, c'est qu'elles avaient assurément une utilité. Mais dans le même temps, il ne faut pas que nous nous trompions d'objectif, c'est-à-dire qu'il nous faut faire aboutir ce qui peut être consensuel entre nous et remettre à d'autres occasions ce qui l'est moins. Donc c'est sur cette base que nous pourrons examiner les propositions de la Commission. Je veux enfin, et pour terminer, aborder 3 sujets. Un sujet qui a fait vraiment débat avec le président de la Commission des lois du Sénat, avec certains d'entre vous aussi, avec vous, Madame la rapporteure, c'est la question de la nouvelle procédure d'affectation des élèves de l'École nationale d'administration que je souhaite voir évoluer. J'ai observé qu'il y avait des positions, comment dirais-je, tranchées entre les partisans du classement, de la sortie de l'ENA, ceux qui étaient partisans d'une évolution, afin que ce ne soient pas les élèves qui choisissent simplement leur destin dans les grands corps, et qu'il y ait un rapprochement entre les employeurs et les aspirations des employeurs et les élèves de la sortie de l'ENA. En tout cas, bon, j'ai réuni, je veux en informer le Sénat, hier soir une commission pour rapprocher les points de vue. D'ailleurs, le président Sueur y a participé, ainsi que Madame la ministre, Madame Tasca également, vous y avez participé. Je ne me désespère pas de parvenir, sinon à un consensus, en tout cas des rapprochements de points de vue. Et nous avons encore 2 réunions prévues sur ce sujet. Eh bien, j'espère que nous arriverons à avancer avant le début de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. En tout cas, vous avez compris que je tiens à ce que les choses évoluent, parce que c'est un sujet sur lequel nous avons fait un constat, c'est qu'elles ne peuvent pas rester en l'état sur les sorties. Donc à partir du moment où elles ne peuvent pas rester en l'état, il nous appartient de trouver des voies d'amélioration. Deuxième sujet, c'est celui des droits et des moyens syndicaux. J'ai souhaité qu'on avance sur cette question qui a fait l'objet de débats, de commissions d'enquête, vous l'avez vu. J'ai souhaité que cette question soit abordée dès mon arrivée en fonction. Et donc, avec les organisations syndicales, nous avons beaucoup travaillé sur la sécurisation des droits et des moyens. Et en même temps, un sujet sur lequel j'étais très attaché, c'est que dès lors qu'il s'agit de moyens publics, nous devons avoir une transparence totale sur les conditions de leur utilisation. Il ne s'agit pas de faire de l'inquisition, de rechercher à connaître l'utilisation, mais la transparence est une des règles dans le fonctionnement public. Nous sommes parvenus à un relevé de conclusion. Là encore, c'est un dialogue nourri avec les organisations syndicales, sensible aussi comme sujet, ne nous le cachons pas. Nous sommes parvenus à un relevé de conclusion le 29 septembre dernier. Madame la rapporteure, ce principe, d'abord, le relevé de conclusion fixe un principe. À périmètre constant, moyens constants. Évidemment, il faut tenir compte de le nombre des instances de concertation. Et si on veut avoir un dialogue syndical nourri, il faut aussi permettre que ce dialogue puisse avoir lieu dans les différentes instances de concertation qui sont ouvertes, y compris sur les conditions de travail, les fameux CHCT. Donc, à périmètre, premier principe, périmètre constant, moyens constants. Deuxième principe, c'est la transparence sur la mise à disposition et l'utilisation de ces moyens. Ce sera désormais le cas. Des moyens dont je rappelle que les règles d'attribution n'avaient pas été revues depuis 30 ans. Donc c'est une avancée, là aussi, pour laquelle je tiens à saluer l'esprit de responsabilité des syndicats qui avaient d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, des positions extrêmement divergentes sur les conditions de la répartition des moyens mis à leur disposition à l'issue d'élections professionnelles. Mais j'ai souhaité qu'on en fixe le principe avant même les élections professionnelles, naturellement. Cette réforme, j'y tenais particulièrement. Elle sera appliquée, vous le savez, par voie réglementaire pour ce qui concerne la fonction publique d'État, donc sur les droits et moyens,
Elle le sera par voie réglementaire dans la fonction publique hospitalière, mais elle nécessite une intervention législative que vous est proposée aujourd'hui en ce qui concerne la fonction publique territoriale. Là encore, il y a eu un accord. Je souhaiterais qu'on puisse aussi converger sur le fait que l'accord, on puisse le respecter, puisqu'il a fait l'objet de nombreuses heures de négociation. Donc c'est une étape très importante de la rénovation du dialogue social qui est engagée en application des accords de Bercy de juin 2008 et de la loi du 5 juillet 2010. Enfin, troisième sujet, ce sera le dernier, en lien avec mon collègue Philippe Richert, je vous présenterai plusieurs dispositions concernant la réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale. Des dispositions qui, là encore, sont très attendues. Je suis allé à Brest récemment à un congrès, notamment de l'encadrement supérieur, et j'ai bien vu qu'il y avait là une forte attente. D'ailleurs, j'observe que ça fait 2 ans que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale avait formulé, sous la responsabilité de son président, son nouveau président Philippe Laurent, des propositions de revalorisation de l'encadrement supérieur dans un rapport qui était intitulé « Quel cadre dirigeant pour relever les défis de la République décentralisée ». Donc sur ce dossier, quel est l'objectif? Il est double. Assurer une transposition harmonieuse de la réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale telle qu'elle a été mise en œuvre dans la fonction publique de l'État. Deuxième objectif, c'est de garantir la cohérence d'ensemble des carrières et des emplois dans la fonction publique territoriale. Une modernisation similaire est également en cours pour la fonction publique hospitalière. Elle interviendra là par voie réglementaire, là encore. En conclusion, je voudrais, mesdames, messieurs les sénateurs, vous redire que le texte que nous examinons aujourd'hui, c'est un texte de responsabilité. C'est un texte de justice sociale. Il s'agit pour l'État et l'ensemble des collectivités publiques de France d'assumer un devoir d'exemplarité qui doit inspirer tous les employeurs publics. Et je tiens vraiment à saluer le caractère de convergence, en tout cas, que vous avez porté avec la commission des lois lors de l'examen de ce texte. Je souhaite vraiment, je vous le dis, que cet état d'esprit se poursuive en séance. En tout cas, Madame la rapporteure, et je le dis à l'ensemble des sénateurs, j'y suis prêt pour ce qui me concerne au nom du gouvernement, afin que nous puissions adopter ce projet de loi, car je le redis, ce texte est attendu par l'ensemble de ceux qui, fonctionnaires ou non, ont fait le choix de servir nos compatriotes, le choix de servir l'intérêt général au sein du service public. Ils l'attendent. Il est de notre devoir aujourd'hui d'y répondre. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Catherine Tasca, rapporteure de la Commission des lois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, mes chers collègues, le législateur est appelé à valider les termes d'un accord négocié entre le gouvernement et les organisations syndicales. Le présent projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat le 7 septembre 2011, est d'abord et principalement consacré à cet exercice, transposer dans la loi les dispositions du protocole signé le 31 mars 2011 pour sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels dans les 3 versants de la fonction publique. Ce texte, Monsieur le Ministre, apparaît comme une éclaircie dans un contexte très sombre de dénigrement systématique des fonctionnaires et de réduction drastique des effectifs dans le cadre de la RGPP. Il ne saurait donc occulter les difficultés croissantes du fonctionnement des services publics par suite des suppressions de postes. Ce texte apporte des réponses concrètes à des situations d'injustice et de précarité. Son efficacité dépendra de la réalité de sa mise en œuvre et du nombre de postes ouverts à la titularisation. Votre commission des lois a abordé avec pragmatisme le présent projet de loi qui se présente comme un texte essentiellement technique. Par un mouvement naturel, s'y est greffé un ensemble de dispositions répondant à des difficultés d'importance inégale. Retouche aux lois de 2009 et 2010 sur la mobilité et le dialogue social, élargissement du vivier de recrutement des juridictions administratives et financières, dont les projets de réforme attendus depuis plusieurs années n'ont à ce jour pas abouti.
Ce projet de loi est le dernier train de la présente législature. Il constitue l'ultime opportunité de modifier ou de compléter les statuts pour en conforter la cohérence et la bonne marche des institutions publiques. C'est à cette aune que, suivant son rapporteur, la commission des lois a examiné le projet soumis à son examen. Par réalisme, elle a retenu les divers volets qu'il contient. Elle regrette cependant leur hétérogénéité, qui n'est pas de bonne pratique législative. C'est pourquoi la commission a décidé de s'en tenir au périmètre ainsi fixé, afin de maintenir à l'ensemble une certaine cohérence et de ne pas anticiper des réformes qui méritent d'être débattues dans le cadre d'un débat spécifique. J'aborderai tout d'abord le cœur du texte, constitué par ce nouveau plan de résorption de la précarité qui fragilise de nombreux agents non titulaires. Malgré les efforts passés et la titularisation de dizaines de milliers d'entre eux, qui ne furent que des améliorations fugitives, la situation antérieure est réapparue. Le recours commode aux non-titulaires ne se tarit pas. Variable d'ajustement d'effectifs tendus, beaucoup trop sont maintenus dans la précarité alors même qu'ils contribuent à assurer durablement un fonctionnement normal du service public. Cette fois, cependant, votre rapporteur note que ce 15e plan s'accompagne d'une sécurisation pour les, disons, recalés par la voie du CDI, par la voie de la CDIsation et de plusieurs mesures qui devraient principalement renforcer l'accès au CDI voté en 2005 par le législateur. Approuvant dans son ensemble l'esprit du double volet consacré aux contractuels, plan de titularisation et réforme du régime juridique des contrats, la commission des lois, tout en y apportant des corrections techniques, en a renforcé les garanties sur plusieurs points. Le dispositif spécifique de titularisation, arrêté au terme de la concertation conduite par le gouvernement, repose sur un équilibre accepté par les partenaires sociaux dans leur plus grande majorité. Le fait est assez rare pour être souligné et soutenu. Votre commission n'entend pas altérer cet équilibre. Le législateur, qui en 2010 a rénové le cadre légal du dialogue social, est aujourd'hui appelé, pour la première fois depuis cette réforme, à donner force de loi aux conclusions fructueuses d'un accord. En conséquence, en dehors de diverses rectifications destinées à préciser le texte, assurer sa cohérence dans l'ordonnancement juridique et sa lisibilité, la commission des lois a essentiellement adopté 4 modifications. Par cohérence, elle a tout d'abord intégré dans le calcul de l'ancienneté requise les services accomplis pour assurer le remplacement de fonctionnaires momentanément absents ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, et d'autre part, pour pourvoir à une vacance temporaire d'emploi. Elle a fondé le droit d'accès à l'emploi titulaire sur la réalité des services effectués par le candidat. À cette fin, elle a distingué le CDI, pour lequel la titularisation s'effectuerait dans un corps ou cadre dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées au 31 mars 2011. L'agent en CDD, pour sa part, accéderait à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps, s'il a 4 ans d'ancienneté, au-delà de 4 ans, à la catégorie la plus élevée, quel que soit le temps qu'il y a passé. Pour tenir compte de la diversité des employeurs territoriaux, la Commission leur a ouvert la faculté de confier l'examen de la recevabilité de la candidature pour le cadre d'emploi ouvert par le recrutement auquel ils se présentent à la commission d'évaluation professionnelle mise en place pour conduire les sélections professionnelles. Le choix ainsi offert à l'autorité territoriale devrait faciliter la mise en œuvre du dispositif de titularisation, notamment dans les petites collectivités. Enfin, la Commission a étendu le bénéfice du dispositif aux contractuels des administrations parisiennes ainsi qu'au personnel des établissements qui seraient exclus du bénéfice des dérogations à l'emploi titulaire. La Commission a aussi sécurisé pour l'avenir la situation de ces agents ainsi que de ceux des institutions sous le même régime dérogatoire qui réintégreraient, au gré des aléas de l'architecture administrative et institutionnelle, le droit commun de l'emploi statutaire.
Les clarifications apportées au régime des contrats pour prévenir les effets pervers des modalités actuelles du renouvellement des contrats et de leur transformation en CDI méritent d'être approuvées dans leurs principes. En resserrant leurs conditions d'emploi, le texte aujourd'hui présenté au Parlement devrait écarter à l'avenir les abus les plus criants. Les rapprochements opérés entre les trois versants de la fonction publique, ainsi que la réaffirmation du principe essentiel de l'emploi titulaire, permettront de conforter le statut, alors que la place du CDI y est élargie dans le même temps. Certes, la CDIsation est le moyen de lutter contre la précarité, mais elle ne doit pas devenir une voie parallèle de recrutement dans les services publics. Votre rapporteure demeure cependant prudente sur les résultats escomptés. Seule la pratique permettra d'en mesurer les effets. Il n'en reste pas moins que les modifications proposées devrait limiter les détournements du mécanisme et davantage sécuriser la situation des personnels concernés. C'est pourquoi, à son initiative, la commission des lois n'a apporté à ce second volet, traduction fidèle de l'axe 2 du protocole du 31 mars 2011, que des amendements destinés à préciser, assouplir, clarifier et compléter les mesures proposées. Elle a notamment porté de 3 à 4 mois la durée des interruptions entre deux contrats qui autorise la prise en compte des services discontinus dans le calcul de la durée de la condition de 6 ans pour l'accès au CDI. Cet élargissement devrait notamment sécuriser la situation de nombreux contractuels de l'éducation nationale. Le titre 3 du projet de loi comporte des dispositions destinées principalement à renforcer la mobilité des fonctionnaires dans l'esprit qui a présidé au vote de la loi du 3 août 2009. Votre commission est favorable à ces assouplissements qui renforceront les possibilités pour les fonctionnaires de conduire des parcours professionnels diversifiés, sous réserve de plusieurs harmonisations, précisions et actualisations du texte proposé afin d'en conforter la cohérence juridique. La Commission a notamment voulu clarifier la faculté nouvelle d'une mise à disposition à l'étranger auprès d'entités fédérées pour des missions confiées en France à l'État. Elle a par ailleurs, sur proposition du Gouvernement, ajusté ponctuellement les lois statutaires pour tenir compte de la suppression d'une part du paritarisme au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, en adaptant sa composition lorsqu'il siège en tant qu'organe supérieur de recours. Là, le paritarisme est évidemment nécessaire. De la disparition, d'autre part, des sièges préciputaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en ce qui concerne la composition des conseils régionaux d'orientation placés auprès du délégué régional du Centre national de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, la commission des lois a retenu l'institution de commissions consultatives paritaires pour les contractuels des collectivités territoriales, proposée par notre collègue Hugues Portelli. La Commission a complété le projet de loi en adoptant un ensemble de mesures d'harmonisation et d'ajustement ponctuels proposées par le Gouvernement. Elle a tiré les conséquences de la réforme des retraites de 2010 en prévoyant un dispositif transitoire pour les fonctionnaires territoriaux en congé spécial et en alignant l'âge d'ouverture des droits à retraite des agents publics ayant la qualité de travailleurs handicapés sur celui du régime général d'assurance vieillesse. En abaissant de 3 à 1 mois la durée du sursis de l'exclusion temporaire des fonctions dans la fonction publique territoriale sur celle des deux autres versants, et en fixant au 16 juin 2011, date d'entrée en vigueur du décret classant en catégorie B les personnels du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, la date d'effet de leur intégration. En prolongeant de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2016, la période durant laquelle les fonctionnaires de la Poste peuvent demander leur intégration dans un des corps ou cadres d'emploi des 3 fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières. La Commission des lois a complété le volet consacré aux juridictions administratives et financières, avec la volonté de renforcer leurs moyens de travail et de faciliter ainsi l'exercice de leurs missions. Il s'agit principalement d'élargir
leur vivier de recrutement, notamment pour pallier le tarissement progressif des promotions de l'École nationale d'administration décidée par le gouvernement. L'ensemble de ces dispositions, celles proposées initialement par le projet de loi, comme les ajouts de la Commission, parfois bien au-delà des clivages partisans, reprennent pour partie les dispositions, d'une part, d'un avant-projet de loi de 2008 consacré aux juridictions administratives, mais jamais déposé devant le Parlement, et d'autre part, du projet de réforme des juridictions financières déposé en octobre 2009 à l'Assemblée nationale, mais dont l'examen n'a pas dépassé le stade de la Commission. Je me réjouis que la Commission des lois du Sénat, en adoptant à l'unanimité le texte modifié, ait suivi la position de son rapporteur en approuvant l'élargissement de l'accès au Conseil d'État des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la voie du tour extérieur ou encore par l'affectation de magistrats des TA et des cours administratifs d'appel au Conseil d'État auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives. De plus, il me semble que la pérennisation du concours dit complémentaire de recrutement de membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, provisoire, mes chers collègues, depuis 1977, était devenue indispensable. La proposition du gouvernement de détacher dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes des militaires et des professeurs titulaires des universités et l'alignement de la durée des incompatibilités applicables aux magistrats des cours régionales des comptes sur celle des autres fonctionnaires, soit 3 ans, semble tout à fait justifié. Notre commission est toutefois allée plus loin. Elle a rendu obligatoire la nomination au Conseil d'État chaque année d'un second maître des requêtes choisi parmi les membres des tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel. Elle a instauré la qualité de maître des requêtes en service extraordinaire. Elle a pérennisé le recrutement complémentaire de conseillers des chambres régionales des comptes. Elle a facilité la mobilité des présidents de tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel en limitant à 7 le nombre d'années qu'ils peuvent passer à la tête d'une même juridiction. Elle a, sur proposition avisée de notre collègue Michel Delbar, consacré le statut de magistrat administratif des membres des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Elle a diversifié le vivier des recrutements effectués par la voie du tour extérieur au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes. Elle a assorti de garanties supplémentaires les détachements dans le corps des chambres régionales des comptes. Bref, le texte de la Commission des lois s'efforce d'organiser plus efficacement encore les moyens humains dont disposent les juridictions administratives et financières. Je regrette cependant qu'il n'ait pas été possible d'examiner ces dispositions dans le cadre de textes spécifiquement consacrés à ces juridictions. Votre rapporteur souhaite, comme l'a fait lui-même le ministre, mais sans nullement pour autant donner quitus au gouvernement de sa politique en matière d'emploi dans la fonction publique, que le texte que nous examinons aujourd'hui, très attendu, fasse l'objet d'un examen serein. Compte tenu de l'ensemble de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à concrétiser l'accord du 31 mars 2011. Je veux répéter ici que c'est un événement dans l'histoire du dialogue social dans la fonction publique dans notre pays et un événement aussi pour le Parlement d'avoir à s'appuyer et à traduire dans la loi un accord qui a été obtenu avec une telle participation des organisations syndicales. Et j'ai été inspirée tout au long de l'examen de ce texte par la conviction que ces organisations syndicales attendaient de la représentation nationale qu'elle donne réalité, qu'elle donne vie dans la loi au terme de cet accord. Votre rapporteur forme donc le vœu que l'ensemble de ces dispositions améliorent l'environnement statutaire et les conditions d'emploi de ces milliers d'agents publics qui, dans les administrations de l'État, dans les collectivités locales, les hôpitaux, assurent chaque jour le bon fonctionnement de nos services publics. Pour l'heure, la Commission des lois
soumet à la délibération du Sénat le texte qu'elle a établi. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Corinne Bouchoux. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, et nous allons répéter ici même quelques-uns des motifs de satisfaction soulignés par la rapporteure de la Commission des lois, dont nous voudrions ici souligner le travail et le sens du consensus. Pour autant, nous voudrions signaler également les limites de ce texte et un certain nombre de points que nous voudrions ne pas voir perdre de vue. Premier point, évidemment, ce texte vient sceller un dialogue social qui est le bienvenu, qui est peut-être parfois trop rare dans ce pays. Et évidemment, on peut aussi voir un effet calendrier des initiatives qui vont apparaître d'ici 3 mois. Alors oui, ce texte va réduire la précarité et il faut le dire, l'État n'était pas toujours un bon employeur. L'État qui essaye d'être exemplaire a pu souvent donner un mauvais exemple avec plusieurs centaines de milliers de personnes en emploi de précarité, avec du temps partiel subi, avec des conditions de travail dégradées, avec une mobilité imposée, avec l'impossibilité de savoir si le contrat sera ou non renouvelé, l'impossibilité de savoir notamment pour ces enseignants s'ils retrouveront en septembre ou non un emploi. Au-delà des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, et je voudrais insister sur ce point, il y a cette réalité, si l'on considère qu'il y a 800 000 personnes touchées par un emploi précaire dans la fonction publique, il y a 4 millions de personnes qui gravitent autour de ces salariés qui connaissent la précarité. Et contrairement à ce que l'on peut penser, la précarité, ce n'est pas seulement dans l'industrie, ce n'est pas seulement dans les services, c'est aussi au service de l'État et des collectivités territoriales. Alors nous ne pouvons effectivement ici que saluer les avancées, avec d'une part la résorption de cette immense poche de précarité qui était devenue extrêmement importante au fil des ans, et d'autre part nous ne pouvons que louer le souci qu'il y a de mieux définir le contrat, le CDI dans la fonction publique, afin d'avoir une loi plus lisible, plus sûre, des conditions de durée et de renouvellement plus claires, des contrats harmonisés, et aussi, effectivement, la question cruciale du passage de CDD au CDI. Sur tous ces points, et les syndicats, comme l'a dit la rapporteure, nous l'ont fait savoir, ils souhaitent que la représentation nationale donne acte des accords qui ont été trouvés. Nous ne pouvons les suivre et que les suivre sur ces points et les entendre. Pour autant, il nous semble important de ne pas remettre en cause le statut de la fonction publique, si malmené ces dernières années par des mesures ultralibérales qui se masquent derrière des vocables de management, de nouvelle gestion des ressources humaines, où malheureusement la réalité n'est pas à la hauteur du discours qui est tenu. Nous aimerions ici redire, en tant qu'écologistes, notre attachement au maintien du statut de la fonction publique, à ce que sont les fonctionnaires, même si nous sommes très satisfaits qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes puissent quitter la précarité pour avoir une situation plus digne, plus stable, au service de l'État ou des collectivités territoriales. Pour l'avenir, et ce doit être dit, nous ne sommes pas favorables à la casse organisée systématiquement actuellement de la fonction publique avec une politique relativement aveugle de la RGPP qui mécaniquement supprime un emploi sur 2 pour aller ensuite recruter, contrairement au texte, des personnes précaires que l'on va malmener et qui bouchent les trous du service public que le service public n'est plus capable de rendre lui-même. Et donc nous pensons que l'actuel texte que nous discutons aujourd'hui ne doit pas masquer la question très importante du statut de la fonction publique et du fonctionnement des services publics dans notre pays. Pour le dire autrement, la posture dogmatique sur la RGPP nous semble devoir être revue et à cet égard, le texte que nous discutons nous semble extrêmement important. Les écologistes appellent à stopper l'hémorragie, notamment dans l'éducation nationale,
nous retournons dans nos circonscriptions et entendons parler des dizaines et des dizaines d'emplois supprimés. Je pense qu'il faut aussi entendre cela. Nous supprimons des emplois et ensuite nous devons à Pôle emploi faire recruter des enseignants précaires. Monsieur le ministre, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette logique-là. Il faut une autre façon de fonctionner, c'est vrai en général et notamment dans l'éducation nationale. Pour le dire autrement, nous ne sommes pas favorables à un démantèlement du service public tel qu'il se met en place actuellement. Et même si la loi qui est aujourd'hui discutée présente de nombreux motifs de satisfaction, nous pensons que ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Nous voulons des services publics de qualité, une fonction publique de qualité. Et même si nous nous réjouissons pour toutes ces personnes aujourd'hui qui vont sortir de la précarité par une CDIsation, par l'accès à la fonction publique, par des concours adaptés, en aucun cas, les mesures prises aujourd'hui ne doivent faire oublier ce qui se passe actuellement en France. Alors, nous aimerions également qu'une réflexion beaucoup plus profonde soit apportée concernant 2 points. D'une part, l'égalité homme-femme dans la fonction publique, et cela a été dit par la rapporteure. Nous pensons qu'en dépit des avancées notables qui sont actées aujourd'hui, la situation reste préoccupante. Et là aussi, l'État est loin d'être exemplaire et les collectivités territoriales peuvent aussi faire des progrès. Donc, en matière d'égalité homme-femme, on peut faire beaucoup mieux. C'est quelque chose de très important. Il faudra y insister. Nous ne pouvons nous satisfaire de ce texte. Pourquoi ? Parce que ce texte va permettre la déprécarisation d'un certain nombre de personnes. Mais vous le savez comme moi, lorsque un catégorie A devient un CDI, il peut travailler à 100%. Il a un emploi de 100%. Lorsqu'une personne a enchaîné plusieurs contrats à durée déterminée et qu'on lui propose un CDI et qu'elle est catégorie B ou C, elle va dans un certain nombre de ministères et c'est ainsi ne pouvoir travailler qu'à 70% du temps. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que les plus précaires sont punis 2 fois et sont obligés de trouver un autre emploi en complément pour vivre dignement au service de l'État. Je pense que c'est une question à laquelle il faudra s'atteler aussi, qui est très importante. Alors, 2e point, donc l'égalité homme-femme, nous on pense qu'on peut mieux faire et que ce texte ne répond qu'imparfaitement à une grave question de société où on reste très très mauvais. 2e point, alors la commission des lois, sous la houlette d'un certain nombre de collègues, a essayé d'apporter des améliorations très modestes parce qu'on peut encore faire beaucoup mieux. C'est toute la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc nous sommes dans un système complètement ubuesque, où parfois nous avons des normes à appliquer que nous ne pouvons pas appliquer. Un collègue ce matin citait avec beaucoup de pertinence les exemples de personnel de sécurité ou de pompiers qui doivent avoir un certain nombre de personnes en situation de handicap pour être conformes aux normes. Et quand vous n'avez pas 8 sur 10 à vos 2 yeux et que vous n'êtes pas en parfaite santé, et c'est normal, vous ne pouvez pas être pompier. Donc tant que nous ne saurons résoudre, et c'est ici aussi que cela peut se faire, des injonctions complètement contradictoires dans des domaines où nous devons favoriser l'accès à l'emploi stable des personnes en situation de handicap, nous n'avancerons pas. Et donc nous pensons que ce texte, même s'il est intéressant, ne va pas assez loin. Il faut faire beaucoup plus, il faut faire beaucoup mieux. Donc concernant les femmes et concernant les personnes en situation de handicap, ce texte nous semble trop modeste et, pour le dire autrement, non satisfaisant. Alors, dernier point, et c'est un sujet auquel nous tenons, nous allons prendre acte, nous le souhaitons aussi, d'un accord très important qui va déprécariser un certain nombre de personnes. Nous pensons qu'il est aussi très important de ne pas négliger l'effort de formation pour ces personnes. Ces personnes sont pour certaines en situation de traumatisme, elles ont enchaîné des contrats, elles ont été malmenées, elles ont vécu des situations stressantes et angoissantes. Et nous pensons qu'une formation de qualité digne de ce nom pour ces personnels est une priorité absolue et peut-être le texte en l'état ne montre pas assez cette effort de formation qui nous semble très important de mettre en place. 2e souhait, alors c'est un petit peu notre touche particulière, mais c'est très important. Vous savez que nous souhaitons un autre fonctionnement de la société. Nous faisons la promotion d'un certain nombre d'autres valeurs. Et nous aimerions aussi qu'en matière de gestion des ressources humaines, si je peux le dire de façon, on va dire, un petit peu imagée, nous ayons une gestion plus écologique et plus saine des personnels dans la fonction publique et que nous ne traitions plus jamais les personnes précaires comme nous venons de le faire ces dernières années. Il faut que cette loi soit la dernière loi de ce type et à chaque fois qu'une loi est votée, on dit que c'est la dernière fois et que ça ne recommencera pas. Donc nous aimerions réellement que la loi qui devra être votée ici prenne en compte de façon extrêmement forte les questions des plus précaires, notamment les catégories B et C, la question de l'emploi des femmes, la question des personnes en situation de handicap,
la question de la formation tout au long de la vie et s'attelle aussi de façon peut-être plus ambitieuse à la question de la promotion dans la fonction publique. Si vous regardez les derniers rapports qui ont été publiés, les hommes profitent beaucoup plus que les femmes des formations professionnelles, les hommes profitent beaucoup plus des situations de formation continue et malheureusement, je dirais que c'est pas mieux dans la fonction publique. Et si vous regardez les dernières statistiques, la fonction publique tend à faire moins bien que certaines grandes entreprises privées. Donc ce serait bien qu'à la faveur de ce texte, on prenne la mesure des efforts considérables que doit faire l'employeur, que doivent faire les employeurs publics avec leur personnel, et pour que nous soyons, je dirais, aussi vertueux avec nos propres personnels que ce que nous appelons de nos vœux dans les entreprises privées et dans les entreprises en général. Vous l'aurez compris, chers collègues, ce texte présente, selon nous, et les syndicats ont beaucoup insisté sur ce point, une étape nécessaire dans la reconsidération du travail précaire dans la fonction publique. Nous ne pouvons que prendre acte des avancées qui ont été faites, regretter certaines limites, nous l'avons fait lors de cette intervention. Nous aimerions pour autant vous rappeler que nous sommes extrêmement attachés à une fonction publique de qualité, ce qui veut dire, indépendamment du contexte que nous mesurons bien, avec la contrainte budgétaire que nous savons, nous sommes réalistes, mais nous pensons néanmoins qu'il y a un certain nombre de secteurs sacrifiés qui ne pourront l'être durablement. Nous avons parlé de la formation, nous pouvons parler des hôpitaux, nous pouvons parler d'un certain nombre de secteurs où nous ne pourrons plus nous contenter de personnel précaire qui joue les bouches-trous, ça n'est pas possible. Nous devons avoir une fonction publique de qualité si nous voulons des services publics de qualité et il faut aussi y mettre le prix, y compris en arbitrant dans certaines priorités. C'est effectivement ici l'endroit pour en parler. Voilà, je vous remercie, chers collègues, de votre attention et nous espérons vivement que concernant tous ces sujets, notamment les personnes en situation de handicap, notamment les plus précaires, toutes ces remarques seront prises en compte. Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Paul Amoudry. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, cela vient d'être rappelé, le présent projet de loi fait suite à une intense concertation entre les partenaires sociaux au printemps 2009 et à l'automne 2010. Cette concertation a permis l'établissement d'un diagnostic partagé de tous sur la situation des agents contractuels dans la fonction publique et a démontré l'existence d'un large consensus sur l'opportunité d'une réforme du cadre législatif et réglementaire qui leur est applicable. Cette réforme concerne l'ensemble des agents contractuels, fonction publique d'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Une négociation a ainsi été ouverte entre l'ensemble des partenaires sociaux et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers. Elle s'est déroulée dans un cadre juridique nouveau posé par la loi du 5 juillet 2010 portant rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Le 31 mars 2011, cette négociation a abouti à la signature d'un protocole d'accord. Largement consensuel, ce protocole a été signé par 6 organisations syndicales représentatives de la fonction publique, UNSA, CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC. Le présent projet de loi vise, dans ses 2 premiers titres, à transposer les stipulations de cet accord. Le processus est exemplaire, il faut le souligner. D'abord la concertation, puis l'œuvre de législation. Il procède donc d'une méthode logique et la démarche adoptée en ce domaine par le gouvernement est la bonne. Elle doit être saluée car les étapes de négociation n'ont pas été sacrifiées à l'urgence qu'il y avait d'apporter d'une part une réponse immédiate aux situations de précarité rencontrées sur le terrain et d'autre part de prévenir la reconstitution de situations de précarité pour l'avenir en encadrant mieux les cas de recours au contrat. Tels étaient d'ailleurs les 2 principaux axes du protocole signé le 31 mars dernier. Il est important de rappeler que les agents non titulaires représentent aujourd'hui près de 16,8% des effectifs de l'ensemble de la fonction publique, soit quelques 900 000 agents. En effet, le recours aux contractuels n'a cessé de se développer au cours de ces dernières années. Pour les collectivités territoriales, l'accroissement et la diversification de leurs compétences, consécutifs à la décentralisation, ont entraîné un recours croissant aux agents non titulaires. De nouveaux métiers doivent être exercés par nos collectivités, aussi bien au niveau communal, intercommunal et départemental,
et les employeurs territoriaux ont donc dû recruter dans des domaines particuliers très spécialisés, domaines où il n'est pas aisé, voire impossible dans certains cas, de disposer de fonctionnaires ayant les qualifications nécessaires. Comme le relève en effet l'étude d'impact, la majorité des non-titulaires sont recrutés pour des besoins très spécifiques. Le titre premier du texte vise à répondre aux situations de précarité parfois rencontrées par certains agents qui bénéficient d'une solide expérience professionnelle auprès de leur employeur et qui n'ont pu, pour diverses raisons, accéder à l'emploi titulaire, ni bénéficier d'une transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Le projet de loi prévoit qu'un CDI sera obligatoirement proposé aux contractuels, justifiant notamment d'une ancienneté de service de 6 années. Cette mesure est destinée aux agents qui ne pourraient pas accéder à l'emploi titulaire, mais également à ceux qui ne le souhaiteraient pas. La situation de ces agents sera ainsi stabilisée par le bénéfice de cette transformation, avec toutes les garanties qu'elle offrira au quotidien aux titulaires de ces nouveaux contrats. Ainsi, ce texte propose une approche responsable et juste qui prend en considération le fait que, depuis 2007, l'État demande des efforts considérables et sans précédent aux fonctionnaires, notamment au travers de la RGPP ou encore avec le gel du point. L'ensemble des dispositions de ce projet permettent de mettre un terme à quantité de situations abusives vis-à-vis des fonctionnaires. Nous sommes convaincus que ce texte, fruit d'un dialogue fructueux avec les partenaires sociaux, atteindra son objectif et permettra de réduire efficacement la précarité qui fragilise les agents contractuels, comme la pérennité du service public dans certaines branches. Je tiens enfin à saluer le travail important qui a été mené en commission des lois sur ce texte, ainsi que l'excellent rapport de notre collègue Catherine Tasca. Elle a conduit sur ce projet une réflexion de fond et la plupart des aménagements introduits lors de l'examen en commission étaient les bienvenus. Cela étant, je reste plus réservé sur les dispositions relatives au recrutement au sein des juridictions administratives et financières. En effet, la relation entre ce domaine et l'objet initial du projet de loi déposé par le gouvernement n'est vraiment pas manifeste. Enfin, je ne peux manquer de regretter que, malgré l'annonce contenue dans le titre du projet de loi, à savoir la lutte contre les discriminations, ce texte ne résout pas les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Je note néanmoins, avec beaucoup de satisfaction, que notre commission des lois s'est engagée à aborder de manière volontariste et constructive cette très importante question. Sous réserve de ces quelques observations, une très large majorité du groupe de l'Union centriste et républicaine votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christian Favier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette réforme ne peut pas être l'arbre, évidemment, qui cache la forêt. Tout le monde le reconnaît, aujourd'hui la fonction publique est mise à mal et de très nombreux agents publics sont aujourd'hui en souffrance. Ils sont, il faut le dire, les victimes d'une politique menée depuis des années qui tend à les dénigrer, à les stigmatiser. Quand ce ne sont pas les fonctionnaires qui sont mis à l'index, c'est l'idée même du service public qui est attaquée, certains d'ailleurs n'hésitant pas à considérer qu'il serait urgent d'en finir avec les services publics existants et de concentrer les moyens de l'État sur les seules fonctions régaliennes. Limiter ainsi le champ des services publics constitue à l'évidence une négation de la construction à la fois historique et sociale de notre pays et aussi un refus de reconnaître les besoins nouveaux de nos concitoyens. Avec le groupe CRC, nous ne partageons pas donc l'idée selon laquelle il y aurait aujourd'hui trop de services publics et qu'il serait nécessaire, pour libérer l'initiative, de réduire la dépense publique utile, de diminuer le rôle que jouent les acteurs publics en les sacrifiant au profit du secteur marchand. Il suffit de regarder partout autour de nous, d'observer les situations dramatiques dans lesquelles vivent nos concitoyens pour nous apercevoir qu'il nous faut au contraire être imaginatifs pour renforcer l'efficacité des services publics. Ainsi, si l'on suivait les recommandations de ces apprentis sorciers, l'éducation nationale, par exemple, ne relèverait plus d'une mission de service public et pourrait être, par exemple, confiée aux collectivités territoriales, voire même transférée au privé. À l'opposé de cette logique, nous sommes pour notre part convaincus qu'il faut au contraire renforcer
et développer le service public de l'enseignement. Mes chers collègues, les services publics demeurent aujourd'hui, et j'aurais même tendance à le dire, aujourd'hui plus que jamais, à la fois pertinents et utiles. Ils sont, d'une certaine manière, constitutifs aussi du bouclier social dont nous avons besoin pour faire face à la crise. Pourtant, la majorité présidentielle n'a de cesse d'organiser progressivement leur privatisation. Cela prend la forme d'un transfert de missions du public vers le privé, y compris sur des missions présentées pourtant comme régaliennes. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, il y a plus d'agents privés de sécurité que de policiers publics en service. Mais cela prend aussi une autre forme, celle de la transformation des établissements et des services publics en de véritables entreprises. On leur impose une logique de performance, de rentabilité financière, étrangère à celle de la satisfaction des besoins. On leur impose enfin les mêmes méthodes de management qu'aux entreprises privées, avec, on le voit chaque jour, les effets désastreux que l'on connaît sur la santé et les conditions de vie. La réalité, c'est que les personnes recrutées pour accomplir les missions publiques qui hier étaient des fonctionnaires sont aujourd'hui considérées comme de véritables variables d'ajustement. Conséquence, la précarité gagne chaque jour du terrain, particulièrement dans la fonction publique territoriale, victime d'un double mouvement de décentralisation et de réduction de leurs ressources. Au total, ça a été rappelé, il y aurait, selon le dernier recensement, plus de 850 000, près de 900 000 agents publics en situation précaire. Ils représentent 16,5% des agents de la fonction publique. Il faut dire que les employeurs publics, qui devraient pourtant être des exemples en matière de travail et de respect des droits, agissent parfois comme les pires patrons. Chacun garde en mémoire le cas de cette postière, par exemple, de Haute-Garonne, recrutée par la Poste des années durant, toujours en CDD, pas moins de 56 contrats successifs, ou encore celui de cette jeune femme, recrutée par la NPE, puis par Pôle emploi pendant 12 ans, et toujours aujourd'hui encore en CDD. Le constat est clair, les trois versants de la fonction publique connaissent une précarisation jamais atteinte, et si rien n'est fait, s'il n'est pas définitivement mis un terme à cette logique comptable mise en œuvre, alors cette précarité deviendra progressivement la norme. Certains à l'UMP veulent d'ailleurs l'accroître plus encore en proposant la fin de la sécurité de l'emploi dans la fonction publique. C'est dans ce contexte que nous sommes donc appelés aujourd'hui à nous prononcer sur ce projet de loi présenté comme devant transposer l'accord signé le 31 mars 2011 par 6 des 8 organisations syndicales. Si je dis présenter, c'est que le gouvernement a profité de l'occasion pour introduire des dispositions, notamment les titres 3 et 4, qui n'étaient pas contenus, bien évidemment, dans ce protocole d'accord et qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet. Pour ce qui est des dispositions relatives à la précarité dans la fonction publique, elles sont, il faut le reconnaître, pour l'essentiel conformes au contenu du protocole. Ce protocole, mes chers collègues, est évidemment une étape importante. Il est le fruit d'une négociation entamée il y a 2 ans à l'initiative des organisations syndicales. Après 2 ans d'échanges, ce protocole et, par voie de conséquence, ce projet de loi est donc le fruit d'un compromis. Indiscutablement, ce projet de loi peut constituer au plan individuel une réponse à un certain nombre de situations de précarité subies par les agents. Je pense en particulier aux agents recrutés en CDD qui pourront donc demain bénéficier d'un CDI. Cette transformation de contrat, qui pourrait concerner, le ministre le rappelait, environ 100 000 agents, est une avancée. Qui pourrait, en effet, refuser à ces agents, aujourd'hui en situation très précaire, de pouvoir demain bénéficier d'une meilleure sécurisation de leur parcours professionnel. Pour autant, le recours, comme le permettra la loi, au développement des contrats à durée indéterminée sur des emplois permanents de la fonction publique nous inquiète. Jusqu'alors assumée par des fonctionnaires, la CDIsation de ces emplois constitue, il faut bien le reconnaître, une étape supplémentaire dans le démantèlement du statut, ce que nous ne pouvons donc ignorer. Nous regrettons aussi que les conditions de titularisation ou de CDIsation ne permettent pas à tous les agents publics de sortir de cette logique du précariat. Je pense notamment à celles et ceux qui accomplissent des services à temps très partiel dans une quotité inférieure à 50%, et ça touche d'ailleurs très souvent des emplois féminins. Pourtant, le recours au temps partiel dans la fonction publique n'est pas une fatalité. Je suis persuadé, pour l'avoir expérimenté et
pour avoir vu des communes le faire, qu'une autre gestion de l'emploi et des carrières peut permettre d'assurer aux agents de la réalisation d'un travail à plein temps, mobilisant l'ensemble de leurs compétences et leur permettant de vivre mieux leur travail et de vivre mieux le fruit de leur travail. Par exemple, dans mon département, qui compte près de 8 000 agents, les contractuels ne représentent que 5% des effectifs, donc on est très en deçà, bien évidemment, de la moyenne nationale. Et pour autant, nos services fonctionnent bien. Enfin, comment ne pas regretter que ce projet de loi ne constitue pas un véritable plan de titularisation? Toutes celles et tous ceux qui remplissent les conditions de la titularisation ne le seront pas, puisque le nombre de postes ouverts correspondra aux besoins recensés par les services et non au nombre d'agents titularisables. Il y a là, évidemment, un manque d'ambition évident. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement, sans sortir, ça a été rappelé, de cette logique de la RGPP, dont les conséquences en termes d'emploi sont désastreuses. En 2013, rien que dans la fonction publique d'État, ce seront 100 000 emplois qui seront supprimés du seul fait de l'application de la règle du non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2. Pourtant, et c'est notre conviction, la pertinence des services publics comme moyen au service de l'intérêt général exigeait du gouvernement qu'il titularise tous les agents publics. En ne proposant donc une titularisation très partielle, vous poursuivez donc dans la même direction, celle de la réduction à tout crin de la dépense publique. Vous continuez à ne considérer les services publics que comme des coûts, alors qu'ils constituent la richesse de notre pays et qu'ils sont aussi des investissements pour la société de demain. Du fait de ces insuffisances, plus des 2 tiers des agents concernés ne bénéficieront ni de titularisation, ni de la CDIsation. Nous sommes donc bien loin des précédentes opérations, plans de titularisation tels que le plan Sapin ou le plan qui avait été initié en son temps par Anis Le Pors. Quant aux mesures destinées à endiguer à l'avenir le recours aux emplois contractuels, nous doutons de leur efficacité. Comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où les obligations dont il est fait mention dans le projet de loi ne sont suivies d'aucune sanction? De la même manière, vous avez considéré qu'il fallait permettre aux agents recrutés en CDD, dont le contrat a été renouvelé 2 fois, de pouvoir prétendre au CDI. Cela est certes positif pour les agents, sans être pour autant pleinement satisfaisant. En effet, certains employeurs seront tentés de recruter systématiquement des agents publics différents, toujours en CDD, pour accomplir une mission qui relèverait en réalité d'un besoin permanent. Sans doute aurait-il été utile de prévoir un mécanisme fondé à la fois sur le contrat de l'agent, comme cela est le cas, et sur le poste lui-même, en associant mieux les organisations syndicales, notamment au travers de comités techniques. Vous le voyez, mes chers collègues, ce projet de loi n'est pas pour nous pleinement satisfaisant. Il ne rompt pas avec une conception rabougrie que nous rejetons de la fonction publique, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre groupe a déposé de nombreux amendements, et notamment pour rejoindre l'intervention précédente, une des interventions précédentes, notamment pour mieux prendre en compte la situation des personnels en situation de handicap et pour favoriser et accélérer leur titularisation. Vous considérez, Monsieur le Ministre, la fonction publique comme un problème, comme une dépense qu'il faut contenir. Nous la considérons, pour notre part, comme étant un bien universel qu'il faut consolider et développer et comme une chance pour notre pays. Pour autant, le groupe CRC ne peut se résoudre, et bien évidemment, à priver les agents concernés, trop peu nombreux, je le répète, à notre avis, de mesures qu'ils attendent à titre personnel. Les organisations syndicales ont annoncé que ce projet de loi n'était qu'une étape et qu'elles continueraient à se mobiliser pour sortir tous les agents publics contractuels de la précarité dans laquelle ils sont enfermés. Et donc, pour notre part, bien évidemment, nous serons à leur côté et nous partageons cette analyse, raison pour laquelle le groupe CRC s'abstiendra donc sur ce projet de loi. Merci, chers collègues. La parole est à Christian Bourquin. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de la Fonction publique, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, permettez-moi de vous saluer
est de commencer mon propos en vous apostrophant, Monsieur le ministre de la fonction publique. On ne peut pas dire que vous avez bien traité les agents de la fonction publique durant le mandat présidentiel qui s'achève. Ils sont 5 millions à avoir à peu près le même témoignage que j'ai. Eh oui, ils ne sont pas une variable d'ajustement. Oh, croyez-moi, j'y suis à leur côté, moi aussi. Moi aussi. Il y a eu, Madame la sénatrice, beaucoup de défiance envers les fonctionnaires de la France. Ils ne sont pas qu'une variable d'ajustement, ils ne sont pas qu'un coût. Ils font ce beau métier d'intérêt général, qui est la règle, l'intérêt général. Ils font ce beau métier au service du public. Ils font ce service public qui est la fonction publique. C'est ce que je voulais vous dire pour pas qu'il y ait de confusion dans nos centres d'intérêt. Toutefois, le caractère relativement consensuel du projet de loi que nous examinons ne saurait en minimiser l'importance. Le texte, en effet, vient modifier de nombreux points de la législation en vigueur concernant les recrutements et nominations dans les 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. À ce titre, il ne fait nul doute qu'il aurait mérité une deuxième lecture dans les 2 assemblées. Dans ces conditions, vous comprendrez que je déplore le choix opéré par le gouvernement de recourir à cette procédure accélérée. Le Sénat va assurément modifier ce texte en intégrant notamment certaines dispositions inscrites dans la proposition de loi déposée par notre collègue Hugues Portelli. Nous allons aussi être amenés à examiner quelques amendements gouvernementaux déposés sur le tard, qui annoncent et accompagnent la réforme de l'encadrement supérieur territorial sur laquelle, depuis plus de 2 ans, les services de la DGCL et DGAFP travaillent. L'un de ces amendements porte... Non, je vous reproche, Monsieur le ministre, votre comportement depuis 5 ans vis-à-vis de ce que j'appelle l'intérêt général et supérieur, la richesse de la France. Mais revenons. L'un de ces amendements porte... Oh, ça... Il n'y a que vous qui le dites ici, moi je ne le dis pas. Oh, Monsieur le ministre, revenons à l'essentiel. L'un de ces amendements porte sur le partage en 2 du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. Il confie au président du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, la charge de traiter la promotion interne des cadres d'emploi supérieurs à l'échelle nationale. Il s'agit là de mettre fin à une injustice qui limitait aux plus grandes collectivités la possibilité de cette promotion interne. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous alerter cependant sur ce projet que je connais plutôt bien, étant moi-même ingénieur territorial depuis 35 ans et ancien administrateur du conseil d'administration du CNFPT depuis 10 ans. Je ne vous entends plus, là. Les conséquences pour ce dernier, je veux évoquer le CNFPT, pour le cas où cet amendement serait adopté en l'état, seraient lourdes. En effet, en le chargeant, le CNFPT, de l'organisation de concours et d'une formation initiale d'1 an pour les ingénieurs en chef, le CNFPT va devoir faire face à de nouvelles dépenses lourdes, alors même que votre majorité, Monsieur le ministre, a réduit en juillet dernier ses ressources de 10% ici même,
Je veux parler des ressources du 1% de la masse salariale acquittée par les collectivités territoriales. Et vous ne pouvez pas dire que vous aimez la fonction publique territoriale quand vous lui réduisez son champ d'intervention sur la formation des agents. N'est-ce pas, Monsieur Courteau? Le CNFPT est loin d'être opposé à exercer cette nouvelle mission. Il s'est même préparé. En témoigne le rapport qu'il a commandé sur la formation initiale des élèves ingénieurs en chef, qui a été présenté à son conseil d'administration l'année dernière. Toutefois, l'organisation d'un tel concours et le financement de la formation initiale des futurs lauréats à l'INET de Strasbourg ont un coût. Il faut qu'on en convienne. Il faut recruter des formateurs, rémunérer des stagiaires, prendre en charge des frais de déplacement. Or, il ne vous a pas échappé, mes chers collègues, y compris ceux qui sont à ma droite, que le CNFPT est vent debout contre cette baisse de 10% de ses recettes adoptée avec un amendement sénatorial au cours de la lecture du premier projet de loi de finances rectificative pour 2011. Cela entraîne plutôt à réduire son offre de formation qu'à l'augmenter. Parlez de ce que vous connaissez, s'il vous plaît. Le président du CNFPT, notre collègue député François Deluga, a entrepris de solliciter les maires et les présidents des collectivités territoriales de France afin qu'ils fassent voter par leur assemblée une délibération appelant au retour du 1% formation. Monsieur le ministre, écoutez bien, à ce jour, il a reçu 6 600 délibérations de collectivités territoriales. Ça ne doit pas nous laisser insensibles, ici, l'Assemblée des élus. Il est rare de trouver un sujet sur lequel, au-delà de tout clivage politique, les collectivités se mobilisent de la sorte. C'est même historique. Par ces actes administratifs votés par leur assemblée délibérante, les communes, mais aussi les conseils généraux, les conseils régionaux, les établissements publics de coopération intercommunale marquent leur profond attachement au service public de la formation. Il en est de même pour les associations d'élus. La voix de ces élus, que je devine dominante, mérite d'être entendue. C'est pour cela, et au nom de nombreux collègues assis sur tous les bancs de cet hémicycle, à part quelques-uns ici, que je vous demande de bien vouloir permettre, Monsieur le ministre, pour 2013, le rétablissement de 1% du taux de la cotisation inscrite à l'article 12.2 de la loi du 26 janvier 1984. Je conclurai en vous disant que, à moins de 3 mois d'échéance électorale majeure pour notre démocratie, je ne puis croire, Monsieur le ministre, que vous resterez insensible à la mobilisation historique des élus locaux. Mon groupe, le RDSE, fort de 15 élus, a prévu de soutenir le projet de loi amendé en commission, en ce sens qu'il constitue un progrès par rapport à l'existant. Vous opinez du chef, Monsieur le ministre, vous trouvez cela bien, mais je vous invite également et surtout à prendre en compte cette sollicitation que j'ai tenu à porter ici à ce micro, celle de la recette de 1% pour la formation. Elle est nécessaire pour la survie et l'avenir de nos millions d'hommes et de femmes qui assurent ce service public de la fonction publique dans nos collectivités. Merci. Merci, chers collègues. Merci. La parole est à André Reichardt.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, depuis son adoption en 1983, le statut général de la fonction publique pose dans son article 3 le principe selon lequel, j'ouvre les guillemets, les emplois permanents pour l'exécution du service public administratif sont occupés par des fonctionnaires. Alors même que cette règle fait la spécificité du statut de la fonction publique, le législateur avait déjà à l'époque admis une dérogation en permettant le recrutement d'agents contractuels. Il est apparu très vite que le modèle statutaire ne pourrait répondre efficacement aux besoins de l'administration. Celle-ci a toujours été amenée à répondre à des besoins occasionnels, la conduisant à recourir à l'emploi de contractuels. La flexibilité qu'offre en effet cette modalité de recrutement conduit la fonction publique à employer des contractuels dans des emplois permanents et parfois même dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Quelques chiffres rapidement. Au 31 décembre 2009, on en recensait près de 150 000 dans la fonction publique d'État, 200 000 dans la fonction publique territoriale et près de 130 000 dans la fonction publique hospitalière. La contractualisation n'est donc plus un phénomène négligeable. On l'a dit, si le succès de ce phénomène s'explique en grande partie par son adaptabilité et sa souplesse, il répond également au contexte de recherche de mobilité et d'alternatives au modèle traditionnel d'administration. Dans cette perspective, la loi du 3 août 2009 visait à garantir la mobilité entre les statuts, à faire en sorte que l'administration organise et offre aux agents les moyens matériels suffisants pour la mettre en œuvre dans de bonnes conditions. À l'heure de la recherche d'efficacité et d'efficience, les techniques de management éprouvées par le secteur privé doivent assurément être adaptées aux exigences du secteur public. Ces méthodes, issues du monde de l'entreprise, permettent ainsi d'enrichir l'univers de la fonction publique qui a trop souvent souffert de critiques, la qualifiant d'immobile et de conservatrice. Il est donc essentiel de passer du monde clos dans lequel elle était enfermée à un univers ouvert. En outre, le rapprochement entre le secteur privé et public permet un apport mutuel qui, nous en sommes, je crois, tous persuadés dans cette enceinte, sera bénéfique à ces deux sphères que l'on oppose à tort trop souvent. Chacun doit apprendre des expériences de l'un et de l'autre. Il faut également souligner qu'au sein même de la fonction publique, la CDIsation, comme on dit, que propose le projet de loi, permettra de mettre fin aux disparités qui existent entre les fonctionnaires et la situation précaire des agents contractuels. C'est pourquoi il était, mes chers collègues, nécessaire de rendre les lettres de noblesse au contrat. Pour satisfaire cet objectif, le gouvernement a organisé une longue phase de réflexion au cours de laquelle différentes consultations ont été menées. Monsieur le ministre a rappelé les différentes étapes de ce processus et l'on peut dire aujourd'hui que ce projet de loi est le fruit d'un grand, long effort de recherche de consensus parmi les acteurs sociaux, ce dont le groupe UMP, bien entendu, se félicite. Il tient compte des difficultés concrètes face auxquelles les agents contractuels sont confrontés quotidiennement. Aujourd'hui, la fonction publique désire jouer à armes égales avec le secteur privé pour se positionner en véritable acteur du système économique. Le contrat a longtemps été décrié car il était signe de précarité, mais il s'agissait davantage d'une situation incertaine qui résultait de l'emploi de contrats à durée déterminée que de la forme contractuelle en elle-même. L'emploi du contrat à durée déterminée est utile à l'administration pour répondre à des besoins occasionnels. Par contre, lorsqu'il s'agit de besoins permanents, il est nécessaire de passer à des contrats à durée indéterminée. Voilà donc pour l'examen de ce projet de loi destiné à réduire la précarité dans la fonction publique. C'était la discussion générale autour de ce texte qui est en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule lecture dans chaque assemblée. Les députés examineront le texte à partir du 7 février prochain. Merci de nous avoir suivis sur Public Sénat. Tout de suite, place à l'info politique et parlementaire avec le 19h présenté par Michel Grossior.